Jeudi 9 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Visite de travail et d'amitié du président du Venezuela, Nicolás Maduro, en Algérie. Une visite de 2 jours. Un accueil officiel lui a été réservé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Alger et Caracas accordent leur violon. Alger risque d'endurcir ses mesures à l'encontre de Madrid après la suspension du traité d'amitié et de coopération. À partir d'aujourd'hui, le commerce est gelé entre les deux pays. Au Liban, crainte d'escalade entre l'entité sioniste et le Hezbollah après la décision de Tel Aviv d'installer une plateforme gazière dans le champ de Karish. En Europe, dans le conflit en Ukraine, la ville de Severodonetsk, désormais le point d'affrontement principal dans le Donbass entre Russes et Ukrainiens, Moscou en passe de mettre la main sur cette ville stratégique. Nous le disions à l'instant, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, en visite de travail et d'amitié en Algérie pour une durée de 2 jours. Arrivé hier soir, le président a été reçu plutôt par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Un accueil officiel lui a été réservé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux présidents se disent en totale cohésion, que ce soit sur le plan bilatéral ou bien même sur les questions internationales. Leïla Gertal. Ce n'est pas la première visite du président vénézuélien à Alger, car depuis son élection et bien avant avec son prédécesseur Hugo Chavez, ce pays entretient des relations bien privilégiées avec l'Algérie, dont l'excellence remonte à bien avant l'indépendance, et s'est poursuivie sur la même lignée, celle du non-alignement et du soutien aux pays qui luttent pour recouvrer leur indépendance, notamment dans un contexte impérialiste des années 50 à 70. Le Venezuela, rappelons-le, dont le soutien pour la cause sahraoui n'a jamais faibli d'un iota. Ce positionnement commun a cimenté les relations entre les deux pays, surtout sur le plan énergétique. Les deux pays étant membres de l'OPEP, pays producteurs de pétrole, ces deux pays ont traversé les mêmes épreuves en 2019 à 2020, avec la dégringolade des prix du pétrole dont les conséquences ont été désastreuses sur le Venezuela, sans oublier la classique pression américaine qui active ses relais au sein de l'opposition vénézuélienne. Une situation que Maduro a surmontée avec brio. Retour de manivelle, Caracas est de nouveau sollicité par les États-Unis en raison de la crise ukrainienne. La visite d'aujourd'hui de Maduro à Alger servira à accorder les violons entre les deux pays et de les mettre à l'ère du temps et de ses impératifs économiques. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l'excellence des relations bilatérales historiques ainsi que sur la convergence des points de vue sur les questions palestiniennes, sahraouies ou bien même libyennes. On écoute. لقد تحدثنا عن أمهات القضايا المطروحة حاليا في الساحة الدولية بدءا بالقضية الفلسطينية فاتفاقنا تام على أساس كفاح أو النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف. نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية اتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله. بالنسبة لليبيا فيه نفس الاتفاق كذلك على أساس سماح للشعب الليبي الشقيق أن يقوم بانتخابات تسمح له بانتخاب مسؤولين جدد لهم شعبية ولهم شرعية شعبية لبناء ليبيا مثل ما يريدونه. بالنسبة للعلاقات الثنائية
اتفقنا كذلك على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية وإن شاء الله فتح بعد شهرين فتح خط جوي بين كاراكاس والجزائر. هذه بصفة عامة الشيء اللي اتفقنا عليه وشكرا. Et le président vénézuélien a appuyé la position d'Abdelmadjid Tebboune sur des points de vue communs de décolonisation et de résistance. On écoute Nicolás Maduro. Nous avons eu l'occasion de passer en revue la géopolitique mondiale ainsi que les rapports entre nos deux pays. Nosotros hemos coincidido en tres temas claves: Palestina, pueblo saharaui y Libia. Comme l'a fort bien dit le président Tebboune, nous avons partagé et coïncidé sur trois sujets clés: la Palestine, le peuple saharaui et la Libye. El mundo entero tiene que despertar y reaccionar para salir a la protección y al apoyo del pueblo saharaui. Il faut que le monde tout entier réagisse afin de protéger les droits historiques du peuple saharaui. Sobre el tema del Sahara Occidental, le he expresado al presidente la admiración de Venezuela por la firme posición de Argelia en la defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui. Concernant le Sahara occidental, nous avons exprimé notre admiration au président algérien vis-à-vis le peuple du Sahara occidental et sa défense historique en faveur des droits de ce peuple. Y aspiramos que más temprano que tarde se den las garantías para hacer unas elecciones donde el pueblo libio pueda ejercer su soberanía. Et tôt ou tard, nous devons donner les garanties nécessaires pour que le peuple libyen puisse organiser des élections justes qui permettent de rebâtir ce pays. Sobre los temas bilaterales hemos repasado los temas energéticos, petroleros, gasíferos. En ce qui concerne les rapports bilatéraux entre les deux pays, nous avons étudié et analysé les aspects sur l'énergie, le pétrole, le gaz. Y en ese sentido hemos decidido relanzar la comisión mixta de alto nivel. C'est ainsi que nous relançons aujourd'hui la commission mixte à très haut niveau. Muy pronto vamos a tener la conexión aérea directa del norte de África al norte de Sudamérica, de Argelia a Venezuela. Très bientôt, entre le Venezuela et l'Algérie, il y aura un vol qui permettra aux Vénézuéliens de se rendre en Algérie et aux Algériens de se rendre à Caracas, c'est-à-dire le nord de l'Amérique du Sud, connecté avec le nord de l'Afrique. Diplomatie toujours, Stéphanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour la Libye, a été reçue aujourd'hui par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Stéphanie Williams a souligné l'importance d'assurer le maintien de la stabilité et du calme sur le terrain, de même que la disponibilité des observateurs libyens et internationaux à mettre en œuvre les accords de cessez-le-feu pour activer les nouvelles mesures. Et les relations économiques hispano-algériennes font couler beaucoup d'encre. La position de Madrid sur la question sahraoui vient casser la cadence de la coopération entre l'Algérie et l'Espagne qui visait à améliorer le volume des échanges commerciaux estimé à 8 milliards de dollars. Mohamed Wali Ben Chaben. Les relations économiques entre Alger et Madrid ont connu récemment une dégradation fulgurante. L'avenir commercial entre les deux capitales devient incertain, sachant que la balance commerciale a été toujours favorable à ce pays ibérique. Dans un passé proche, l'Espagne était le 4e partenaire commercial de l'Algérie, après la France, la Chine et l'Italie. D'après les observateurs du marché extérieur, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne a atteint environ 7 milliards de dollars, dont 3 milliards d'exportations algériennes, principalement des hydrocarbures.
La décision du gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l'Espagne est un coup dur pour Madrid dans lequel elle perdra probablement un marché juteux qui génère plus de 3 milliards de dollars en exportation de fer, de papier et de machines. Cette mesure vient de compliquer l'existence pour Madrid qui vient notamment de perdre une part importante du marché algérien. De nombreux Espagnols affirment que la relation doit être rétablie avec l'Algérie à tout prix. L'Espagne de Pedro Sánchez n'est plus un partenaire crédible pour Alger qui a le droit de s'inquiéter de ce revirement espagnol sur la question sahraoui. L'Algérie se tourne vers des partenariats de qualité et fiables basés sur la confiance et le profit commun. Les opportunités d'investissement vont se présenter dans plusieurs secteurs tels que la pêche, l'agriculture, les énergies renouvelables, la construction navale, le BTP et bien d'autres. On va rester sur le même sujet. On va en parler en direct avec nous, avec Jamal Eddine Bouabdellah, président du Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. La décision souveraine d'Alger de suspendre le traité d'amitié et de coopération avec Madrid a été suivie ce jeudi donc par le gel des domiciliations bancaires, des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l'Espagne. La mesure est prise par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. En quoi ça consiste exactement? En quoi consiste ce gel? Écoutez, le gel, il a une dimension politique beaucoup plus qu'économique, parce que l'Algérie étant un pays souverain, est en droit de défendre ses intérêts. Mais sur le levier, il y a plusieurs leviers pour intervenir. Je pense que aujourd'hui, avec l'Espagne, si on fait une petite analyse des échanges, de la structure des échanges entre l'Algérie et l'Espagne et du classement vis-à-vis l'un de l'autre, nous sommes aujourd'hui donc 21e client d'Espagne et 25e fournisseur. Et pour nous, donc l'Espagne est notre 3e client et 5e fournisseur. Donc il est vrai qu'à un moment donné, la balance des commerciales était déficitaire parce que les prix des hydrocarbures avaient beaucoup chuté, notamment pendant la pandémie. Et aujourd'hui, on est revenu bénéficiaire à partir du moment où le prix des hydrocarbures a augmenté, mais même à $60 et moins de $60, à $50, on était toujours bénéficiaire. De toutes les façons, l'exportateur des hydrocarbures est généralement, dans les échanges, est généralement bénéficiaire. D'accord. Monsieur Bouabdellah, quelles répercussions directes sur l'économie espagnole? Écoutez, moi je pense que, justement, j'y arrivais. C'est-à-dire que aujourd'hui, les importations des Espagnols de l'Algérie consistent notamment en combustibles minéraux, c'est-à-dire le gaz et pétrole, qui sont à hauteur de 92%. Oui. D'accord. Et nous, donc le reste, c'est des importations, on va dire, qui sont insignifiants. Et ce secteur n'a pas été touché. Merci, monsieur Jamal Eddine Bouabdellah, pour ces précisions et pour ces éclairages donc, sur ce sujet. Le gouvernement du Royaume ibérique a réagi après la suspension par l'Algérie du traité d'amitié algéro-espagnol. Le gouvernement de Pedro Sánchez a tenté une approche d'apaisement avec l'Algérie. Madrid affirme donc regretter la décision de suspendre le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. Nous sommes actuellement en train d'analyser précisément les conséquences de cette mesure et sa portée concrète, ses conséquences au niveau national mais aussi européenne, pour donner une réponse adéquate, sereine et constructive, mais aussi ferme dans la défense des intérêts de l'Espagne et des entreprises espagnoles. Et pour l'expert espagnol, le docteur Alberto Maestre, les tentatives de Madrid d'outrepasser le droit international sur la question sahraoui et sa trahison de la confiance de l'Algérie lui coûteront cher. On écoute. Les conséquences de la décision du président Sánchez vont être graves pour l'Espagne. En premier lieu, la crédibilité espagnole est remise en question. Il ne faut pas oublier que l'État espagnol est la puissance administratrice au Sahara occidental et que par conséquent, elle ne peut favoriser un pays tiers en relation avec ce pays considéré comme étant un territoire non autonome en attente de décolonisation.
De ce fait, le pas de Sanchez en appui de manière officielle à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc fait de l'Espagne un pays non fiable qui agit sans tenir compte du droit international. Si l'Espagne pensait que la réaction de l'Algérie serait gérable et qu'elle aurait peu de conséquences, nous sommes actuellement en train de voir le contraire. Et les conséquences pour l'Espagne risquent d'être très graves. Je rappelle que l'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'État espagnol. Recordemos que Argelia es el primer suministrador de gas del Estado español. Pedro Sánchez, justement, un chef de gouvernement espagnol sous les critiques après sa décision de changer de cap diplomatique au sujet du Sahara occidental. Et ce matin, on a vu une presse ibérique qui s'interroge parfois à peine critique d'une décision jugée incertaine pour le futur. Karim Bouaziz. L'Algérie rompt avec l'Espagne pour argument fallacieux, lit-on en première page du second quotidien espagnol El Mundo, illustré par une image montrant un Pedro Sánchez qui semble reprendre ses esprits après une grosse gorgée d'eau d'après le verre vide. Plutôt sobre pour le centre-gauche El Periódico de España. L'Algérie rompt les liens avec l'Espagne pour un virage concernant le Sahara occidental, le mot virage signifiant une courbe sur un chemin faisant. Et enfin, on pourra rapporter dans le canard de droite Razón, il est vrai qu'il ne s'est jamais montré tendre avec le chef du gouvernement socialiste, mais pour une fois, tempère, matinée n'empêche d'une légère critique. L'Algérie rompt le traité d'amitié avec l'Espagne pour le tour de Sanchez. Pedro Sánchez fait tanguer la position historique de l'Espagne au profit du Marsen, compte rendu à peu près unanime de la presse espagnole ce matin. L'oblique de la position traditionnelle de la politique étrangère espagnole, suscitant les foudres d'Alger qui n'hésitent pas à parler de dérives graves, mais également questionne même au sein de la péninsule ibérique l'habilité de Sánchez à l'endroit de notions juridiques internationales de la part de ses administrés et autres collègues de l'hémicycle, comme dans l'antre du Congrès madrilène hier, où l'on a vu des députés de tous bords sceptiques lors de l'oral de Sánchez, et ce, au-delà de leur posture ou autres orientations politiques diverses autour de la question sahraoui. La légalité internationale déployée par les efforts de l'ONU pour trouver une solution définitive à une occupation coupable selon le droit international, garantie d'ailleurs par des efforts administratifs de l'Espagne, vient d'être foulée aux pieds. Dit simplement, une Espagne qui prend fait et cause alors qu'initialement son rôle dévolu était d'encadrer des décisions onusiennes. Sánchez ne s'embarrasse pas du rôle missionné tenu par son pays et se dit assumer le changement de cap diplomatique sur la question du Sahara occidental. En vérité, Sánchez tranche sur une politique d'équilibre à l'endroit du Maghreb, jusqu'à présent incarnée par exemple par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. D'un côté, maintenir de bonnes relations avec le partenaire algérien, un fournisseur de gaz de premier ordre, sans pour autant froisser l'allié marocain, indispensable, lui, pour le contrôle des frontières. On s'en souvient, il a suffi de quelques heures de relâchement de la gendarmerie marocaine en mai de l'année dernière pour déborder la ville de Ceuta, enclave espagnole, et provoquer les alarmes de Madrid. Une ruée de 10 000 personnes entrées illégalement, dont de nombreux femmes et enfants, sonnait comme un avertissement. La pression marocaine sur Madrid se situerait dans le contrôle des migrations. L'administration Biden, soucieuse de récompenser le Maroc qui venait de s'ouvrir ostensiblement à l'hydre sioniste, a fait le reste, contraignant le gouvernement de Sánchez à se rapprocher du Marsen. Mais en achetant un peu de tranquillité, Sánchez, dont on dit que son avenir politique précaire sera conditionné par les futures législatives, a fait un pari périlleux. Gagner un peu de tranquillité sur le dossier migratoire sous la pression larvée américaine et sioniste, et d'une certaine manière marocaine, tout en risquant de payer un gaz plus onéreux et plus difficile d'accès. Le contribuable espagnol fera le reste. On va continuer à parler de cette crise Algérie-Espagne avec Saïd Benrakia, représentant de la communauté algérienne à Valence. Bonsoir, monsieur. Monsieur Benrakia ? Ok, il semblerait qu'il y ait un problème de communication. On va s'intéresser à présent à cette déclaration de l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Bellani. D'après lui, le Maroc souffre gravement d'un complexe d'infériorité. Il ajoute que les rapports confidentiels classifiés du CNI confirment que le Maroc n'a cure des conventions internationales et des pratiques vertueuses qui régissent les relations interétatiques. Amar Bellani ajoute que, je cite, « Toutes les méthodes immondes utilisées sans état d'âme par le régime marocain dans la sale guerre qu'il mène aux pays du voisinage sont des moyens amoureux ». Fin de citation.
Au Liban, on va s'intéresser à cette décision d'installer une plateforme gazière par l'entité sioniste dans le champ de Karish. Elle suscite des avertissements du gouvernement libanais et du Hezbollah. Ce dernier menace clairement de riposter par la force si l'entité sioniste songeait à forer le pétrole et le gaz dans une zone frontalière maritime contestée entre les deux parties. Iman Merad. Pendant que le Liban est confronté à l'une des plus graves crises économiques entraînant un effondrement financier sans précédent, l'arrivée d'une unité flottante appartenant au groupe Energine destinée à la production de gaz dans le champ gazier de Karish dimanche dernier a suscité la colère de Beyrouth, alors que les pourparlers indirects concernant le conflit frontalier n'avancent point depuis un moment. En effet, des négociations placées sous la tutelle de l'ONU et une médiation américaine avaient commencé en octobre 2020 avec comme objectif le dénouement du contentieux qui dure depuis plus d'une décennie entre le Liban et l'entité sioniste. Le gouvernement libanais a mis en garde l'entité sioniste contre toute action agressive dans la zone maritime que les deux parties se disputent. Le Hezbollah libanais a pour sa part manifesté son mécontentement et déclaré qu'il s'opposait formellement à ce que l'entité sioniste travaille dans le champ gazier de Karish. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Rad, a appelé les responsables à se réunir pour choisir une entreprise afin de commencer à rechercher du gaz dans les eaux régionales, menaçant par la même occasion d'une éventuelle riposte si l'ennemi sioniste s'approchait de cette entreprise. Le Liban et l'entité sioniste n'ont au final jamais officiellement délimité leurs frontières, ils sont même toujours techniquement en guerre, faute d'avoir signé un traité de paix malgré une trêve paraphée en 1949. Cependant, selon Beyrouth, Karish se situe dans une zone contestée d'une surface de 860 km² au centre de la Méditerranée orientale où de très importantes réserves gazières ont été localisées ces dernières années. De son côté, l'entité sioniste voit les choses d'un autre œil, estimant que le champ gazier de Karish est situé dans sa zone économique exclusive et de ce fait ne faisant pas partie de la zone maritime contestée par le Liban. L'État libanais faisant face à des difficultés intérieures nécessite de ce fait l'intervention d'acteurs extérieurs pour délier ce conflit. Et le ton monte dans le dossier nucléaire iranien. L'adoption d'une résolution rappelant formellement à l'ordre Téhéran n'a pas été bien accueillie par les Iraniens qui ont décidé de riposter immédiatement en débranchant 2 caméras de l'AIEA chargées de surveiller ses activités nucléaires. Neila Ithabouda. Énième coup de chaud entre l'Iran et les Occidentaux sur le dossier nucléaire. L'adoption d'une résolution rappelant à l'ordre Téhéran sur fond d'impasse des négociations pour sauver l'accord de 2015 fait couler beaucoup d'encre. Le texte déposé par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne à l'Agence internationale de l'énergie atomique est le premier blâme contre l'Iran à l'instance onusienne depuis juin 2020. L'Iran a vite réagi et décide de contre-attaquer. Il qualifie cette résolution de politique non constructive et d'incorrecte. Téhéran a d'ores et déjà riposté en débranchant 2 caméras de surveillance installées par l'AIEA pour surveiller ses activités nucléaires et menace même de prendre d'autres mesures. De son côté, Washington a aussitôt prévenu. Cette riposte risque de compliquer davantage les pourparlers de Vienne, déjà suspendus depuis mars dernier. Cette résolution est intervenue après que l'AIEA ait fait part de ses inquiétudes concernant des traces d'uranium enrichi précédemment trouvées sur 3 sites. Après des années d'après-négociations, les grandes puissances mondiales ont tenté d'aplanir les ultimes divergences et de peaufiner les tout derniers détails pour relancer les accords de 2015 et la levée des sanctions américaines contre Téhéran. Après avoir laissé entrevoir de grandes chances d'aboutissement d'un accord par l'AIEA, coup de théâtre, les Occidentaux reviennent à la charge. Faire pression sur Téhéran ne semble pas aider à résoudre la question nucléaire iranienne. Et en Europe, dans le conflit en Ukraine, la ville de Severodonetsk est désormais le point d'affrontement principal dans le Donbass entre Russes et Ukrainiens. Selon plusieurs rapports, Moscou est en passe de mettre la main sur cette ville stratégique pour le reste de l'opération militaire russe. Les détails avec Amin Touta. Tous les chemins mènent à Severodonetsk pour Moscou. La ville stratégique de l'Est ukrainien est quasiment sous contrôle des forces russes. Selon des sources proches des autorités de Lugansk, les unités militaires russes contrôlent une bonne partie de la ville. Toutefois, et malgré les signes d'un retrait ukrainien, les zones industrielles de l'agglomération restent entre les mains de Kiev.
Et dans un contexte de combat intense, les opérations d'évacuation de civils semblent délicates, à l'image de ce qui a été vécu dans la ville de Mariupol il y a quelques semaines. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la bataille de Severodonetsk déterminera le sort de la région dans le Donbass. Une région clairement ciblée par l'opération militaire depuis plus d'un mois. Et une éventuelle chute de Severodonetsk ouvrira la voie au contrôle russe du Grand Kramatorsk dans la région de Donetsk, dernier bastion des forces ukrainiennes à l'est où l'actuelle opération a été précédée par un conflit interne entre les pro-russes et les partisans du régime de Kiev depuis 2014, ce qui a poussé plusieurs millions d'Ukrainiens à choisir le chemin du refuge vers les pays limitrophes de l'Ukraine ou des zones sécurisées à l'ouest et au centre du pays. Et Kiev aurait décidé de lever le voile sur une partie du bilan des victimes du conflit en Ukraine. D'après le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, jusqu'à 100 soldats ukrainiens sont tués quotidiennement par les forces russes et 50 autres sont blessés. Retour en Algérie, où le Forum de la mémoire d'El Moudjahid a accueilli une conférence sur le cinéma et la guerre de libération à l'initiative de l'association Michel El-Shahid. Le grand réalisateur algérien Ahmed Rajdi a abordé la genèse du cinéma Algérie pendant la guerre de libération. Et à cette occasion, l'apport du cinéaste militant René Vosti a été mis en exergue et un hommage a été rendu à ce militant de la cause de la libération algérienne. L'importance de l'image dans le processus révolutionnaire algérien a également été évoqué à travers les actualités filmées, dirigées par le ministère de l'Information du GPRA. Et enfin, la nécessité de préserver, d'entretenir et de restaurer les archives filmiques algériennes était également au menu de ces discussions. On écoute Ahmed Rajdi, le conseiller du président chargé de la culture et de l'audiovisuel. Nous avons évoqué le rôle du cinéma dans la révolution algérienne, et particulièrement celui de ceux qui ont pris l'initiative pour que le cinéma soit un moyen d'expression de la révolution, dans ses différents aspects. Dans ce sillage, le premier objectif était le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour aller à contre-courant de la puissante machine de propagande coloniale, en illustrant que la révolution algérienne est bien en marche, image à l'appui pour le démontrer. La révolution est une réalité illustrée par l'image, au contraire de ce qui était prétendu et relayé par les médias colonialistes français. Il y a quelque chose qu'on dénomme bien la révolution algérienne, debout sur plusieurs axes et disposant de multiples armes, dont la plus efficiente est probablement celle-ci, l'arme de l'image, celle de la caméra. Et on reste en Algérie pour parler culture. Suspendu depuis sa dernière édition en 2019, le Grand Prix Assia Djebbar du roman est revenu cette année, organisé par l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, l'ANEP, en collaboration avec l'entreprise nationale des arts graphiques, l'ENAG. Le prestigieux Grand Prix Assia Djebbar du roman vise à promouvoir la production littéraire algérienne et la faire connaître au-delà des frontières nationales. On va en parler ce soir avec le chef de projet du Grand Prix Assia Djebbar 2022, Mohamed Balhi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Donc pour cette 6e édition, il y a près de 2 semaines, 29 romans ont été retenus pour la compétition. Ce sont 12 romans en langue arabe, 5 en langue tamazight et 12 en langue française. Et ce matin, vous vous êtes réunis avec les membres du jury pour dévoiler la shortlist. Bon, si vous permettez, je vais vous donner en exclusivité les titres. Alors, pour ce qui concerne les titres en langue arabe, il y en a 5. Je vais vous lire en... Alors, في البدء كانت الكلمة أمل بوشارب, les éditions دار النشر شهاب. موفيلة زهرة كشاوي, دار النشر ميم. الطرحان عبد الله كروم خيال. العاشقان الخجولان إسماعيل إبرير حبر. النوبة الغريبة محمد الأمين بن ربيع ضمة, دار النشر ضمة. Ça c'est pour ce qui concerne les titres en langue arabe. Alors pour ce qui est des titres en langue française, il y en a 5. La scène et l'histoire de Jawad Rostam Touati, les éditions APIC. Le vent a dit son nom de Mohamed Abdallah,
les éditions APIC. Meurs, tu vivras plus heureux, Ahmed Brahimi Kasbah. Le chevalier véridique Jean-Baptiste Evet, édition ANEP. Prodigieuse fortune, Corinne Chevalier Kasbah. Alors, je vais passer à la langue tamazight. Oui. Alors, il y en a 3. Il y en a 3, d'accord. Alors, Salhi Mohamed Akli, fit des. Alors là, je vais vous lire, c'est Tit Yillet. D'accord, très bien. Rachida Ben Sidoum. Alors, c'est Isenga Talsa, Talsa. D'accord. Fattouch Achour, Tayrin Toumatan. Excusez-moi si. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'était pour donc, les 3. Il y a 5 en langue arabe, 3 en tamazight et 5 en langue française. Donc, ce matin, avec les membres du jury, vous avez délibéré, n'est-ce pas, pour... Bien sûr, mais maintenant, il faut attendre, puisqu'on est à J-21 de la cérémonie d'attribution de cette... Qui est donc prévu le... Ce sera le 30 juin. 30 juin. Ce qui est intéressant pour cette 6e édition, c'est que cela coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance. Oui. Donc, d'une pierre deux coups, on fête à la fois une fête importante pour les Algériens, et en même temps, c'est l'occasion aussi de faire en sorte que ce Grand Prix Essed Djebbal soit un événement culturel, pas seulement en Algérie, mais dans le sud de la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, le Grand Prix Essed Djebbal commence à avoir un écho aussi bien national qu'à l'étranger. Et ce qui est intéressant aussi à relever, ce qu'avait dit M. Bourayou, le président du jury du Grand Prix Essed Djebbal d'Urmont, ce qu'il avait dit ce matin, c'est que cette 6e édition, elle revêt un caractère particulier. D'abord, il y a une participation massive, puisqu'on a eu 51 éditeurs, 158 titres. Ça, c'est le total des romans en lice, 76 en français, 69 en arabe et 13 en tamazight. D'accord. Pour ce qui est du tamazight, justement, l'objectif de ce prix, c'est de promouvoir toute une culture. Merci donc, Monsieur Mohamed Belhi. Je le rappelle, vous êtes chef de projet de ce Grand Prix Essed Djebbal 2022. Et on rappelle que les 3 lauréats donc, du meilleur roman seront annoncés lors d'une cérémonie prévue le 30 juin prochain, marquant la naissance de la romancière et académicienne Essed Djebbal. On va parler un petit mot sport avant de se quitter. Sport football dans le cadre du tournoi des 4 nations africaines. La sélection nationale des joueurs locaux affrontera la République démocratique du Congo ce jeudi soir, donc à 20h45 au stade olympique du 5 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Retrouvez les Lagertal demain pour édition spéciale. Quant à moi, je vous retrouverai juste après pour le journal télévisé à 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.